Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Heureux de vous rencontrer encore une fois de plus sur Culture et Santé. En présentation, je suis Dr Belvan Okansioba. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'hypertension artérielle. Distingué public de Culture et Santé, je vous prie d'observer attentivement cette image. Ce n'est pas un ballon, c'est le cœur. Regardons cette dernière et enfin celle-ci. Nous suivrons le plan suivant. Venez, nous allons définir à présent l'hypertension artérielle. Alors, le mot peut être divisé en deux. Nous avons hyper et nous avons la tension ou la pression artérielle. Hyper, c'est un préfixe qui signifie tout simplement élévation ou augmentation. La pression artérielle ou la tension artérielle signifie tout simplement la force que le sang exerce dans les parois des vaisseaux. En définition, ce terme signifie tout simplement une augmentation des chiffres tensionnels pour une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou pour une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure chez un adulte jeune dont l'âge varie entre 18 ans et plus par la mesure clinique. En résumé, un patient vient vous rencontrer, vous prenez sa tension, vous observez qu'en systolique, nous dépassons 140 mm de mercure et en diastolique, nous dépassons 90 mm de mercure chez un adulte jeune. On suspecte une hypertension artérielle jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que la définition va de pair avec le rapport mentionné? Dans ce cas, nous passons à l'intérêt. Quel est l'intérêt d'étudier l'hypertension artérielle? L'intérêt repose premièrement sur un problème majeur de santé publique. Pourquoi? Parce que dans le monde, on compte plus d'1 milliard de patients hypertendus, avec risques cardiovasculaires accrus associés avec la consommation de l'alcool, ainsi que la cigarette et bien d'autres qu'on va mentionner en évoluant. Et on compte également entre 20 et 40% d'adultes qui sont hypertendus. Donc, ce qui signifie que l'intérêt est non seulement diagnostique, mais aussi pronostic, y compris thérapeutique. Et pronostic dans le cas de prévenir certaines complications qui sont d'ordre cardiovasculaire, endocrinien, y compris neurologique, 3 points de suspension et j'en passe. L'intérêt thérapeutique dans la prise en charge multiple qui concerne notamment les antihypertenseurs qui sont regroupés en plusieurs classes. Et enfin, l'intérêt épidémiologique dans la sensibilisation de la population à mieux maîtriser ce facteur de risque qui peut facilement engager le pronostic vital dans un cadre méconnu. Alors, venons à présent dans le diagnostic positif. Dans le diagnostic positif inclut deux étapes. La première concerne en une étape de suspicion et la deuxième, celle de la confirmation. Alors, nous voudrons rappeler ceci. L'HTA peut être isolé de consultation, encore appelé par bébé ou blouse blanche. L'HTA peut être également isolé ambulatoire, encore appelé par l'HTA masqué. La différence repose dans la variation de la prise de la tension artérielle, y compris du pronostic. Alors, concernant l'HTA isolé de consultation, qu'est-ce qui se passe? Le patient arrive chez vous en consultation ou le sujet arrive prendre la tension et au cabinet, c'est-à-dire à l'hôpital, la tension est élevée. Mais quand ce sujet repart chez lui à la maison, on prend la tension, cette dernière est dans les valeurs normales. Alors, c'est un pronostic proche des vrais hypertendus, généralement à évoquer lorsque la pression artérielle en systolique varie entre 140 et 159, en diastolique entre 90 et 99. Sur des sujets généralement qui ne fument pas, voilà, dont le diagnostic a été posé récent avec suspicion d'anxiété. Donc voilà. Alors, l'HTA isolé ambulatoire, encore appelé par l'HTA masqué, le même sujet vient chez vous en consultation, vous prenez la tension. Comme on l'a dit, masqué, en consultation à l'hôpital, la tension est dans les valeurs normales. Mais quand ce sujet repart chez lui à la maison, on prend la tension est élevée. Donc ça, c'est un risque permanent de développer une hypertension.
Ce qui revient à dire, le pronostic est vrai des hypertendus et ça peut compromettre facilement le pronostic vital. Alors, autre classification de l'HTA obéit selon les grades. Nous avons trois grades. Le grade 1, grade 2, grade 3, repartis selon l'élévation des chiffres tensionnels. Alors, le grade 1 commence généralement lorsque la pression est supérieure ou égale à 140, une pression artérielle systolique, bien sûr, qui s'étend jusqu'à 159 et en diastolique 90 à 99. Alors, grade 2 commence à partir de 160 jusqu'à 179 et en diastolique de 99 ou généralement de 100 jusqu'à 109. Grade 3, c'est plus sévère. Nous avons en systolique supérieur ou égal à 180, en diastolique supérieur ou égal à 110. Alors, comme évoqué précédemment, dans le diagnostic positif, il y a deux étapes. L'étape de suspicion, y compris l'étape de confirmation. Alors, dans l'étape de suspicion, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en dehors d'une situation d'urgence et le patient vient consulter, nous prenons sa tension et la tension n'atteint pas le grade 3, c'est-à-dire nous n'arrivons pas à une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 180 et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110. À ce moment, on passe directement à l'étape de confirmation. Un élément très important à tenir en compte, lors de la prise des chiffres tensionnels, nous remarquons que la pression artérielle en systolique est différente de celle de la pression artérielle en diastolique, alors le sujet est considéré du grade le plus élevé. Je prends un exemple. Vous prenez une tension artérielle. Vous remarquez qu'en systolique, nous avons 15 ou 150. 15, c'est en centimètres de mercure. 150, c'est en millimètres de mercure. Sur 90 ou sur 89 ou sur 9, ce qui signifie son hypertension artérielle va du grade le plus élevé, c'est-à-dire 150 qui sera considéré comme HTA systolique, vice versa. Alors, toujours dans l'étape de suspicion marquée par la présence des signes du Jolafai qui sont inconstants et non spécifiques, s'exprimant par des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, des acouphènes, c'est-à-dire le patient sent, c'est comme s'il y avait un bourdonnement des oreilles, comme si les oreilles sifflaient, et voilà, et aussi un flou visuel. À ce stade, l'HTA est considéré comme l'HTA silencieuse, qui est communément appelée encore par un tueur silencieux. Il faut faire très attention. Vous remarquez cela, vous vous rendez directement à l'hôpital. Alors, dans l'étape de confirmation, il faut tenir compte de trois règles, c'est-à-dire la deuxième consultation, 1 à 2 semaines après, on vous prend la tension. Et autre chose, la mesure de la tension à domicile, c'est-à-dire en appliquant la règle de 3 mesures. Vous prenez 3 fois le matin et 3 fois le soir pendant 3 jours. Et autre chose, c'est un dispositif qu'on appelle par la MAPA, qui signifie tout simplement la mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est ce dispositif que vous voyez ici, voilà, qui permet, voilà, de mesurer votre pression artérielle pendant les périodes de la journée, quoi. Donc, voilà un peu. En le faisant, on a un objectif à atteindre. Observons cette diapositive. Merci. Comment prendre la pression artérielle? Voici les conditions à remplir. Merci. Alors, passons à présent au diagnostic de gravité. Le diagnostic de gravité ou de retentissement, encore appelé par des complications, tient compte aux éléments qui peuvent altérer la fonction vitale si à ce moment-ci, la prise en charge n'est pas prise de façon immédiate ou bien par une inadéquation du respect des valeurs mentionnées. Observons attentivement cette fiche PDA qui nous illustre des organes cibles de l'HTA. On peut avoir l'accident vasculaire cérébral, voilà, une néphropathie hypertensive, une rétinopathie, voilà, les troubles du rythme, y compris de la conduction, l'insuffisance cardiaque, 3 points de suspension, j'en passe. Passons à présent au diagnostic différentiel qui n'est autre qu'un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire
Dans ce cas, nous allons éliminer une fausse HTA qui peut être due à une prise de médication transitoire, à savoir des corticoïdes, les AINES, les oestrogènes. Voilà, ces médicaments augmentent considérablement la pression artérielle. Il peut s'avoir des causes d'hyperdébit, à savoir des anémies, les hyperthyroïdies. Voilà, ça peut retentir aussi sur voilà, la pression artérielle. Autre chose, une bradycardie importante aussi est un élément à éliminer. On peut avoir aussi une insuffisance aortique qui est un paramètre à tenir en compte face au diagnostic différentiel. Passons à présent au diagnostic étiologique qui nous permet de mettre en évidence deux sous-catégories, à savoir l'HTA essentiel qui occupe 90% de cas et l'HTA secondaire qui occupe 10% de cas. Alors, dans l'HTA essentiel, la vraie cause n'est pas connue, mais cette dernière est mise en évidence en tenant compte des facteurs de risque, à savoir une prise de poids, la sédentarité, l'obésité, une consommation accrue de l'alcool, le tabac, y compris la consommation également accrue des aliments riches en sel. Quant à l'HTA secondaire, comme le nom l'indique, c'est secondairement lié à une pathologie sous-jacente, à savoir une cause d'origine endocrinienne, une cause d'origine neurologique, une cause d'origine vasculaire, une cause d'origine médicamenteuse, 3 points de suspension, je passe. Alors, parmi tant d'autres, nous pouvons citer quelques exemples, à savoir phéochromocytome, adénome de Kohn, syndrome ou maladie de Cushing, sténose de l'artère rénale et plein d'autres, j'en passe. En ce qui concerne les mesures hygiéno-diététiques, en première attention, une éviction d'apport sodique en excès est carrément préconisée. Une éviction ou une restriction aussi de certains médicaments effervescents qui contiennent assez de sel est aussi interdit. Pourquoi? Parce que ces médicaments peuvent favoriser la hausse de la pression artérielle. Alors, une interdiction de la consommation d'alcool, du tabac. Alors, il est recommandé de maintenir une activité sportive régulière en raison de 30 à 50 minutes de marche 3 fois dans la semaine. Voilà une consommation d'alimentation, notamment saine, à base de certains fruits que vous pouvez observer dans l'image. Passons à présent à la prise en charge de l'hypertension qui regroupe 6 classes médicamenteuses, en commençant par les inhibiteurs du système rénine-angiotensine qui inclut 3 sous-groupes, voilà, à savoir les UEC, encore appelés par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les ARA2, encore appelés par les antagoniques de récepteurs de l'angiotensine, et enfin les inhibiteurs de la rénine. Et ensuite, on a les bébés ou les bêta-bloquants. Nous avons les alpha-bloquants, nous avons les antihypertenseurs centraux et nous avons également les inhibiteurs calciques. Donc voilà, plus tard, nous verrons en détail chaque classe. Voilà, et avec quelques exemples en suivant un paramètre plus idéal afin d'avoir une idée spécifique sur la classe. Merci, je vous remercie. À la prochaine.